Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux juifs pourchassés ont heureusement pu trouver des soutiens discrets mais efficaces. À mesure que les études se multiplient, une meilleure place est faite, à force de témoignages, à des personnes dont on a longtemps peu parlé. À Dieulefit dans la Drôme, au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire ou à Moissac dans le Tarn-et-Garonne, des réseaux ont fonctionné, sauvant en particulier beaucoup d'enfants. Parmi eux, ceux des organisations juives, par exemple, sont désormais mieux connus. On le doit, notamment, à l'historien Bernard Delpal installé à Dieulefit. Là, il a pu observer une formidable solidarité. La comparaison entre ce qui s'est passé dans cette ville, ou au Chambon-sur-Lignon, ou encore à Moissac, rend justice à des sauveteurs de l'ombre, dont l'action, malgré les dangers, a eu des résultats importants. Pour qu'on mesure bien, au fond, l'ampleur de ton sujet d'étude, Dieulefit, le Chambon-sur-Lignon, Moissac, est-ce qu'on peut avoir une idée, un ordre de grandeur, au fond, du nombre de gens qui ont été sauvés là? Pour répondre à cette question, qui est une question d'aujourd'hui, c'est la question que se posent aujourd'hui les historiens, s'il faudrait auparavant fixer le nombre de gens qui étaient effectivement exposés à la déportation. Et ça, c'est difficile. C'est-à-dire que dans les trois lieux, le danger n'est pas le même. Tous les lieux en France n'ont pas connu la même dangerosité. Tout dépend effectivement de la pression à la fois des autorités françaises, acharnées aux arrestations, aux rafles et aux déportations, et tout dépend de l'attitude des autorités allemandes, qui elles aussi peuvent exercer ici de fortes pressions, et ailleurs, au contraire, se moquer complètement de la question de la déportation. Dieulefit, tu donnes des chiffres qui sont absolument sidérants, et je crois qu'il faut rappeler, pour mesurer cette espèce de lieu de brassage, pour finalement combien de victimes? Alors à Dieulefit, une seule victime, le fils d'un général, qui, ne tenant pas compte des recommandations familiales, mais c'est assez courant quand on a 17 ans, a pris l'autocar de Dieulefit à Montélimar en 1943 en portant une croix de Lorraine autour du cou. Bien entendu, à l'arrivée à Montélimar, comme beaucoup de passagers, il est contrôlé par la police, il est mis de côté, on contrôle ses papiers, on découvre que sa situation est bizarre, en plus il est insolent, il est déporté, on ne l'a jamais revu. C'est la seule victime de l'appel de l'occupation à Vichy, à Dieulefit. Et est-ce que tu peux donner un ordre de grandeur du nombre de personnes qui viennent chaque année, en gros, trouver refuge ici? Alors, l'ordre de grandeur, en gros, pour une population du canton, parce que ceux qui accueillent, ce n'est pas seulement les Dieulefitois intramuros, en quelque sorte, c'est Dieulefit et son canton, les communes avoisinantes, qui servent de lieu de refuge, d'approvisionnement. Donc, en gros, 6000 personnes habitent dans le canton. D'une année à l'autre, la moyenne entre 1940 et la Libération, c'est entre 1400 et 1450 réfugiés, la plupart étant clandestins. Alors nous le savons, en raison d'une comptabilité très stricte qui est tenue par Jeanne Barnier, secrétaire de mairie, chargée du bureau des étrangers, et qui est la grande faussaire, comme l'a salué le préfet quand il lui a remis la Légion d'honneur plus tard. Elle a passé son temps, à partir de 1941, à fabriquer des faux papiers, fausses cartes d'identité, faux permis de transport, fausses cartes d'alimentation, faux tickets de rationnement, sans lesquels la vie au quotidien n'aurait pas été possible. Il faut peut-être tout de même préciser que lorsqu'on dit 1400 personnes qui, en gros, viennent par an, il est juste de dire qu'il y en a qui repartent. C'est ça. 1400, 1450, c'est compte tenu des départs et des arrivées, le chiffre de la population à charge pour le pays, qu'il faut nourrir, héberger, éduquer, parce que parmi ces populations, il y a des jeunes qui sont accueillis, alors soit à l'école de Beauvallon, on en connaît un certain nombre, soit dans les écoles maternelles et primaires de Dieulefit, qui jouent le jeu. Les trois institutrices mériteraient aujourd'hui la médaille des Justes et même la Légion d'honneur, mais on n'a pas fait le travail à temps voulu, soit le collège de la Roseraie qui a ouvert le 3 septembre et qui prépare au baccalauréat. Est-ce que
S'agissant de de ce système qui va protéger aussi bien du reste à Dieulfi que au Chambon, pour ne retenir que ces deux exemples, est-ce qu'il y a une structure? Est-ce qu'il y a une structuration? Ou bien est-ce qu'au fond, tout ça, ce sont des atomes qui se baladent en toute liberté? Eh bien, tu mets le doigt sur une question qui est très débattue aujourd'hui parmi les historiens, non seulement français, mais anglais, allemand aussi. Le sauvetage provient-il d'un lien individuel entre une personne qui sauve et une personne à sauver, ou bien le sauvetage provient-il d'organisations efficaces qui ont réussi le sauvetage du plus grand nombre? Alors, l'Institut Yad Vashem en Israël nous a imposé, en quelque sorte, depuis 1953, une vision très relationnelle entre le sauvé et le sauveteur. Quand Yad Vashem délivre un diplôme de juste, il a vérifié auparavant que le sauveteur n'était pas juif, donc ça exclut tous les juifs de cette étude, bien sûr. Donc un non-juif, parce qu'il le connaissait personnellement, a sauvé un juif ou une juive, en excluant évidemment toute activité lucrative, et au péril de sa vie. C'est à peu près les termes du diplôme délivré par Yad Vashem. Or, ce que nous vérifions grâce aux travaux les plus récents, et je pense notamment à une splendide thèse qui a été soutenue à Lyon en décembre 2016 sur les justes en Rhône-Alpes, c'est le contraire. C'est-à-dire que le sauvetage provient du bon fonctionnement de réseaux, et dans ces réseaux, il y a les réseaux juifs qu'on oublie presque toujours, parce que les justes ne recouvrent pas cette partie de la population, mais c'est bien d'une entente et d'une efficacité commune entre réseaux juifs et non-juifs que provient le sauvetage dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes. Il y avait dans ma question la question de savoir si par exemple, entre Jeanne Barnier, pour prendre cet exemple, le boucher, le boulanger, il y a quelque chose de structuré, ou bien au fond, c'est une sorte de bouffée de solidarité? Alors, j'ai envie de répondre un peu des deux. Le boucher, oui, les commerçants de Dieulfi participent au sauvetage d'une manière consciente, parce qu'ils savent qu'ils sont inondés de faux tickets de rationnement, dont ils ne pourront jamais récupérer le prix auprès des finances publiques. Ils savent aussi qu'ils ont affaire à des clandestins, c'est le cas des instituteurs et des institutrices à l'école. Autrement dit, la population, dans sa vie quotidienne, dans l'exercice de sa profession et de son métier, participe consciemment au sauvetage. Dans le cas contraire, hélas, c'est le drame. C'est-à-dire qu'il y a des dénonciations, il y a des ruptures dans la chaîne de solidarité. Au fond, ce qui est intéressant, que ce soit au Chambon, à Dieulfi ou à Moissac, c'est que la population dans laquelle se déroulent ces sauvetages consent. Ça ne veut pas dire que tous les habitants et les habitantes sont sur la même ligne politique, mais ça veut dire que, j'allais dire, qu'ils adhèrent ou non aux thèses de la résistance civile ou de la résistance armée, ils estiment qu'ils ont un devoir humanitaire, ou bien à accomplir, ou bien à respecter chez leurs voisins. Mais en même temps, il y a des organisations. Je prends un exemple. Il y a énormément d'enfants accueillis ici, clandestinement, mais en même temps qui sont tous connus de la municipalité. Or, cette même municipalité donne l'ordre sanitaire aux 2 médecins exerçant à Dieulfi de surveiller les enfants, de les vacciner, de les protéger de la maladie. Il y a donc bien là une organisation. Ceci soulève la question, au fond, de certaines autorités vichistes qui sont dans les mairies, qui sont dans les gendarmeries, parfois même dans les préfectures ou les sous-préfectures. On a l'impression que jusque assez loin dans l'appareil d'État, au moins local, il y a des complicités considérables. Oui, tu as tout à fait raison. C'est au fond une découverte récente. Disons depuis une quinzaine d'années, on ose, parce qu'avant c'était très difficile, ça aurait été mal compris par l'opinion publique et par les historiens, la communauté historienne, mais on commence à oser, à travailler sur ce phénomène de ce qu'on appelle les vichisto-résistants ou les vichisto-patriotes. Ça recouvre une réalité. Nous la sentons, nous la palpons quand nous étudions les sauvetages bien localisés. C'est l'avantage de travailler sur des lieux bien identifiés. C'est que rien n'est possible
si l'ensemble des autorités ou une partie des autorités fait obstacle. Pour que ça réussisse, il faut avoir un appui de ceux qui détiennent une partie du pouvoir et de la puissance publique. Sans cela, on court à l'échec. Et évidemment, que ce soit Dieulefit, Le Chambon ou Moissac, on a, heureusement, des complicités dans la gendarmerie, dans les mairies. Et ici, le ou la secrétaire de mairie est une figure exemplaire. Le maire est vichiste. Oui, alors l'itinéraire du maire, à mon avis, est très représentatif de ce qui s'est passé dans des milliers de communes françaises. Les élections municipales qui précèdent la guerre ont eu lieu en mars 1935. À Dieulefit est élue une municipalité très Front Populaire, voire même aile gauche du Front Populaire. Le mandat expire au mois de mars 1941. Le gouvernement de Vichy, le gouvernement du maréchal Pétain, a exclu de recourir à des élections. Le gouvernement a reçu les pleins pouvoirs, il use les pleins pouvoirs. Donc en 1941, les maires qui précédemment élus sont sollicités par le pouvoir. Ils doivent prêter serment au personnel au maréchal Pétain et demeurer en place pour continuer un mandat sur nomination du préfet. La plupart des maires en France, il y a environ 36 000 maires, la plupart des maires acceptent pour des simples raisons d'efficacité, parce que déserter la commune, c'était désorganiser une vie quotidienne qui était déjà assez compliquée. Or, à Dieulefit, le maire sortant, Jouve, refuse de prêter serment. Il était donc normal que le préfet cherche un notable à qui offrir le poste de maire. Et il se tourne vers l'opposant au maire sortant, Pierre Pizot, qui lui-même est un radical de droite, proche de Daladier, et qui a l'avantage d'être un grand patriote, un colonel décoré, un protestant appartenant à la bonne société de Dieulefit, et qui en plus s'est couvert de gloire parce qu'il a triché sur son âge, il a réussi à combattre dans l'armée en 1939, il est démasqué par les Allemands, il a été fait prisonnier de guerre en Poméranie, les Allemands lui disent « mais vous avez triché, vous êtes beaucoup plus vieux que vous nous l'avez déclaré », et en punition, il est chassé du camp de prisonniers de guerre et il rentre à pied de Poméranie à Vichy. Quand il arrive, évidemment, il est tout de suite plébiscité, à la fois par l'autorité préfectorale et par la ville de Dieulefit. Alors, Pizot prend son rôle de maire au sérieux. Je vais faire court. Il applique toutes les directives de Vichy sur le papier. Dans la réalité, il organise ou il laisse s'organiser toutes les formes de résistance, notamment aux mesures raciales de Vichy, aux mesures de persécution des Juifs. C'est-à-dire qu'il a recensé les Juifs qui vivent ici, clandestins ou pas. Il interroge la gendarmerie pour savoir où ils se trouvent. Une fois qu'on a tous ces renseignements, on s'en sert non pas pour arrêter les Juifs et les transporter, par exemple, dans le terrible camp de Cray qui précède la déportation en Allemagne, mais pour les prévenir en cas de rafle. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Jeanne Barnier a eu la Légion d'honneur, parce qu'elle est très efficace dans ce rôle. C'est la raison pour laquelle les gendarmes de la brigade de Dieulefit sont tous classés aujourd'hui gendarmerie R2, c'est-à-dire résistants, parce qu'ils ont en apparence obéi, et dans la réalité, ils ont anéanti toutes les prescriptions raciales de Vichy. Je fais allusion à une thèse récente en 2016. La jeune docteure Cindy Bies a découvert dans les archives du Chambon-sur-Lignon que le Chambon-sur-Lignon avait confié à Pierre Pizot une juive qui vivait dans la famille Pizot, qui a été cachée et sauvée par la famille Pizot. À la limite, Pierre Pizot, qu'on dit le maire de Vichy, le maire Collabo, mériterait, si l'on appliquait strictement la législation de Yad Vashem, peut-être, de recevoir un diplôme de juste. Tous les hommes qui avaient combattu dans la Grande Guerre se sont spontanément inscrits dans la Légion en juillet 40. Et la plupart de ces hommes ont soutenu le gouvernement de Vichy. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment ils ont rompu. Alors, un certain nombre ont rompu à la fin octobre 40. Je dirais les plus patriotes, les plus intransigeants, que Hitler serre la main à Pétain et que Pétain offre la collaboration de la France à l'Allemagne au Troisième Reich, ça pour eux c'était insupportable. Mais c'est une petite minorité. Le deuxième décrochage, c'est après la publication du décret de 1941 qui au fond rend
la vie impossible à tous les juifs, qu'ils soient français ou étrangers en France. Parce qu'ils n'ont plus d'existence économique. On peut les piller, on peut saisir leurs biens, on peut les arrêter, les mettre. Alors c'est le deuxième décrochage. Le troisième décrochage, en particulier à Lyon, y compris chez les chrétiens, c'est les rafles du mois d'août 42. Le fait à Bellecour d'avoir vu partir des hommes, des femmes, des enfants, qui se tiennent à main, monter dans des autocars pour le camp de Vénissieux, là les gens ont dit non, ça c'est pas possible, qu'on ne nous explique pas que c'est des terroristes. Un gosse ne peut pas être un terroriste. Et puis le dernier décrochage, c'est au moment de l'occupation de la zone sud. Là on dit mais Vichy n'a servi à rien, il ne nous protège pas, il est bon à rien. Et ceux qui persistent après novembre 42 ont reçu chez les historiens le surnom de pétainistes. Alors là, il y a de fortes chances pour que ce soit des gens de droite et d'extrême droite qui, envers et contre tout, ont décidé de jouer la carte de la victoire de l'Allemagne. Diolfi, le Chambon-sur-Lignon, laissons pour le moment de côté Moissac, c'est des régions qui ont en commun, un, d'être protestantes, deux, d'ailleurs, d'être de moyenne montagne, et il se peut bien qu'il y ait un lien entre les deux choses. Je notais que dans le livre que tu as piloté, il y a un auteur qui, entre deux virgules, suggère qu'il faut y aller prudemment sur la corrélation entre la dimension religieuse et cette action de protection des Juifs dans la région. Nous commençons à nous défier de ce que nous appelons dans notre jargon d'historien l'essentialisme. L'essentialisme, en gros, ça veut dire protestant, donc républicain, donc résistant. Catholique, n'aime pas trop la République, donc collabo, et très proche de Vichy. Alors, ces schémas prédéterminés ont l'inconvénient de ne pas coller avec la réalité. C'est-à-dire que quand on regarde comment fonctionne la réalité, eh bien, on ne retrouve pas ce schéma-là. Justement, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille sur des sites bien précis, c'est de pouvoir comparer les situations. Le plateau du Chambon-sur-Lignon est à 98% protestant, donc on peut écrire que le sauvetage au Chambon-sur-Lignon est d'origine protestante. Mais quelle est l'attitude des non-protestants au Chambon-sur-Lignon? En règle générale, et sauf rares exceptions, ils participent au sauvetage. Autrement dit, c'est plutôt un phénomène qui relie les communautés qu'un phénomène qui les divise. À Diolfi, alors là, c'est très net. Par exemple, les Arsins, fondateurs de la Roseraie, sont catholiques. Le collège de la Roseraie n'a jamais caché qu'il était d'origine catholique, bien que s'affirmant laïque. Laïcs et protestants travaillent de près. Le dernier juste reconnu par Yad Vashem en 2017, c'est Georges Magnet, prêtre, né à Diolfi, mort, un des rares prêtres morts les armes à la main, et il travaille d'une manière très étroite avec Jeanne Barnier qui a mis au point un réseau de familles, de gens sûrs pour placer les enfants et les adultes en grand danger. Donc je serais très prudent, je dirais que cherchons d'abord ce qui réunit les communautés plutôt que d'essayer de chercher ce qui a pu les diviser face au phénomène de la persécution. Maintenant, il est vrai que le protestantisme français, l'Église réformée de France, a été plus prompte à réagir que l'Église catholique. Et surtout, l'Église catholique, en France, n'a pas donné de directive officielle. Elle a laissé au fond les prêtres, le clergé et les fidèles face à face avec leur propre conscience. Alors ce qui a pu donner ici le cardinal Gerlier, dont nous savons grâce aux travaux récents, qu'indiscutablement en donnant toutes les garanties officielles à Vichy et aux Allemands, il a soutenu, par exemple, l'abbé Glasberg, grand sauveteur des Juifs, mais nous avons aussi
par exemple l'archevêque d'Aix-en-Provence qui a dû quitter son siège en 1944 tellement il s'était compromis au service de Vichy. Donc nous avons un peu tous les cas de figure au sein du catholicisme. Quelles sont les instructions, si je veux dire, officielles de l'Église réformée? Alors, l'Église officielle parle par la bouche de Marc Bogner, le président très respecté. Marc Bogner a officiellement protesté auprès du gouvernement de Vichy et du maréchal Pétain. Déjà, il a commencé à réagir après les décrets de juin 1941, mais surtout, il a vivement protesté au moment des raves de l'été 1942, en dénonçant une conduite absolument incompatible avec ce qu'était la France. Et Marc Bogner mettait le doigt sur quelque chose qui a été très douloureux, non seulement pour les Juifs français, mais pour les Juifs étrangers. C'était que la France a la réputation, en 1939, d'être un pays qui accueille les Juifs, qui est le havre que peuvent espérer les Juifs persécutés dans le Troisième Reich, dans toute l'Europe centrale et de l'Est. Or, ce pays qui avait protégé les Juifs, qui leur avait accordé la citoyenneté en 1791, devient un pays qui se met au service du nazisme pour répertorier, lister les Juifs et se servir de ces listes pour arrêter, déporter. Là, évidemment, la déchirure, le choc a été terrible, et je dirais, d'une certaine manière, il n'est pas encore oublié aujourd'hui. Moissac, c'est un lieu de résistance juive au pluriel, à la fois civile, culturelle, religieuse, armée, puisque c'est une unité juive incorporée dans les FFI, mais tout de même une unité qui était fière d'être juive, qui abordait les couleurs du drapeau palestinien, le bleu et le blanc, qui a libéré la ville de Castres. Et c'est un grand éclaireur juif, Roger Fichtenberg, malgré son extrême jeunesse, à 22 ans, qui est le numéro 2 de l'état-major FFI du Lot-et-Garonne. C'est lui aussi qui reçoit au mois d'août 1944 une responsabilité considérable. Il est nommé prévôt par le préfet de la région méditerranéenne. Le prévôt, c'est celui qui a la charge de rétablir la justice, d'éviter les lynchages et les règlements de compte populaires et de remettre en route les institutions de la justice républicaine. C'était évidemment un défi considérable dans l'été 1944 en France, où dans certains lieux on est au bord de la guerre civile. Et là je trouve que la figure de Roger Fichtenberg est exemplaire, parce que voilà un jeune homme, juif très intégré, famille parisienne depuis 4 générations, avenue de la République, jeune éclaireur insouciant en 1940, il a 18 ans, et tout d'un coup, sur ses épaules pèse un énorme fardeau, sauver les enfants. Puisque l'instruction numéro 1 qui est donnée au cours de l'année 40, c'est très très tôt, qui est donnée par les commissaires, les grands responsables des éclaireurs, à tous les jeunes éclaireurs, vous devez dorénavant vous consacrer à la protection et au sauvetage des enfants. Je trouve qu'il y a là quelque chose de poignant. Ceux qui sont des adultes, souvent très renseignés, ont la certitude qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Donc ils savent déjà, en 1940, qu'il y aura des dégâts humains considérables. Ils ne savent pas encore de quelle ampleur, mais ils s'y préparent. Et surtout, priorité absolue est donnée au sauvetage des enfants, parce qu'on pressent que Israël, au sens historique du terme, est menacé dans son existence, et que pour essayer de mettre en échec la barbarie et l'extermination, il faut mettre à l'abri les enfants. On a peine à croire que cette action des réseaux juifs se soit faite hors d'un contact avec les autres réseaux, avec les réseaux laïques ou éventuellement protestants, etc. Comment est-ce que tout ça s'interconnecte? Alors, oui, tu as raison de poser la question. Dans son long témoignage, Roger Fichtenberg répond à cette question. Il dit bien, par exemple, que les jeunes éclaireurs juifs du mouvement des EIF ont spontanément cherché de l'aide auprès d'autres éclaireurs. Et les éclaireurs les plus proches, culturellement, politiquement, géographiquement aussi, ce sont les éclaireurs protestants. Et puis, après, la population de Moissac, dans son ensemble, a protégé, a découvert et protégé ces jeunes juifs qui défilent en chantant quelques-uns en hébreu pour rejoindre les écoles
où ils sont éduqués et qui, par exemple au moment du Shabbat, s'exposent dans une place très fréquentée, en vêtus de blanc, ils se préparent pour la fête du Shabbat, au vu, au su de tout le monde. Il y a donc une découverte par la population de la vie juive, de la vie religieuse juive, et acceptation simultanément. Et ça, les rescapés de Moissat qui insistent beaucoup. C'est-à-dire que eux portent le fardeau, le poids de l'organisation de l'accueil, mais seuls, ils n'auraient pas abouti. Ils aboutissent parce que la population est consentante. Ils aboutissent aussi parce que les grandes organisations juives, c'est-à-dire l'OSE, l'ORT, les EIF, dressent une sorte d'atlas du sauvetage auprès des familles, alors catholiques, protestantes, et ils donnent priorité aux juifs étrangers. Ce qui est un acte de maturité sociale considérable. N'oublions pas, Fichtenberg le dit, dans sa famille, on déteste les boches, y compris les boches juifs. C'est pas parce qu'un juif est boche qu'on va être plus tendre avec lui. Il est d'abord un boche. Il fallait donc rompre avec les haines, les peurs de la génération précédente et accepter de sauver un enfant juif venu d'Allemagne ou de Pologne ou de Roumanie parce qu'il est un frère, d'abord parce qu'il est un être humain. Les juifs étrangers sont les plus menacés parce qu'ils ont en France une situation double de clandestinité et ils sont des apatrides. Quand on est apatride et clandestin, la vie ne tient qu'à un fil. Quant aux juifs français, ils se débrouillent mieux parce qu'ils connaissent, ils ont les codes, ils ont les réseaux. Les raves de l'été 42, comme le montrent les historiens spécialistes, en particulier Tal Brugman, les raves du mois d'août 42 qui pèsent si fort dans notre mémoire nationale, ont été décidées en raison de l'échec partiel de la rave du Veldiv. L'objectif, c'était 20 000 juifs arrêtés dans Paris, on en a arrêté 13 500. Où sont les 6 500 qui manquent, en quelque sorte, entre guillemets, à la comptabilité allemande et française de Vichy? Eh bien, ils sont partis, ils ont quitté Paris, où ils se sont cachés, ils ne se sont jamais présentés nulle part, ils avaient été avertis, ou ils avaient été conscients. C'est ce qu'explique aussi Patrick Modiano dans plusieurs de ses nouvelles. Ici, à Dieulefit, il y a donc la magnifique histoire de l'école de Beauvallon, avec une dimension que j'aimerais bien que tu éclaires quand même bien. Marguerite Soubeyran, par sa propre biographie et par sa compagne, a des relations internationales. Qu'est-ce que ça pèse, le fait que certains peuvent avoir des antennes ailleurs? Marguerite Soubeyran ouvre en 1929 une école nouvelle. Résolument, elle veut que cette école nouvelle soit reconnue par ce qui est le siège social de la pédagogie active et de l'éducation nouvelle à Genève, c'est-à-dire l'Institut Jean-Jacques Rousseau, où elle a fait ses études pour être formée. Et elle obtient une sorte de label en 1933 pour l'école nouvelle, qui est la grande revue éditée en plusieurs langues en Europe, inscrit l'école de Beauvallon dans le top 10 des écoles nouvelles européennes. Et ça a immédiatement des conséquences. C'est-à-dire qu'on soit en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Grande-Bretagne, même plus loin au Brésil encore, l'école de Beauvallon offre toutes les garanties de la pédagogie nouvelle. Et déjà, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des demandes à Beauvallon qui sont adressées par des étrangers, par des Belges, par des Allemands, par des Italiens. Au mois d'octobre 1940, arrivent de Berlin 2 filles, l'une à 14 ans, l'autre à 9 ans. Elles ont traversé l'Allemagne en guerre, elles ont traversé la France occupée par le train, elles se présentent à la gare, elles arrivent à la gare de Montélimar, et là, elles appellent Marguerite Soubeyran au téléphone, dans un français approximatif, en demandant à Marguerite Soubeyran de venir les chercher. Évidemment, les parents qui ont consenti à laisser partir leurs 2 filles depuis Berlin ont accompli un énorme sacrifice. Se séparer de ces 2 filles, c'est reconnaître qu'eux-mêmes sont perdus, ils n'ont pas d'avenir.
tôt ou tard ils seront arrêtés, et ils l'ont été effectivement l'année suivante, et déportés. Mais le fait que cette famille de Berlin prenne le risque de faire traverser leur passé de filles avec comme objectif Beauvallon et Marguerite Soubeyran en dit long sur la notoriété de Beauvallon hors des frontières françaises. Quel est le rôle que vont jouer les différentes formes de tourisme, de pension, qui peuvent accueillir des gens compte tenu de la fréquentation qu'on a ici au titre du climatisme, etc. Il y a plus d'une quarantaine de pensions qui vivent des débuts du climatisme, c'est-à-dire qu'en 1939, quand arrivent les premiers réfugiés d'Alsace, il y a de quoi les accueillir. Et c'est même une économie locale, ces pensions vivent de l'accueil de ceux qui suivent des cures. Nous avons conservé, fort heureusement, quelques-uns des registres de cette période. Nous voyons bien, je pense ici à la pension des Rivales, par exemple, que près de 5000 personnes sont accueillies entre la fin de l'année 37 et la fin de l'année 45. Alors il y a des habitués, des gens qui viennent tous les ans. Les cures durent 3 à 4 mois à l'époque. C'est des gens plutôt fortunés qui viennent. Mais à partir de 1939, on voit apparaître des gens qui ne sont pas des habitués, qui restent peu de temps, 15 jours, 3 semaines, parce que ces pensions sont hélas trop chères pour eux, et qui ensuite cherchent une solution chez l'habitant. Est-ce qu'on a dénoncé ici? Alors, évidemment, c'est la question que j'ai posée au directeur des archives, qui est un ami. Il m'a dit oui, il y a eu des lettres de dénonciation à Diolfi. Mais là, je reviens à une question que tu posais tout à l'heure. Il y a des mécanismes qui ont bloqué, qui ont rendu ces dénonciations parfaitement inefficaces. Et les mécanismes, c'est la Poste. La Poste ouvre le courrier. Nous en avons la preuve, puisque un certain nombre d'Allemands étaient réfugiés ici, et ils recevaient des ordres de regagner l'Allemagne pour accomplir le service du travail obligatoire qui frappait les hommes et les femmes allemandes. Et la Poste bloquait ou bien répondait qu'il n'y avait personne à l'adresse indiquée. C'est-à-dire que la Poste a protégé dans les deux sens la gendarmerie et puis le sous-préfet de Nyons, Majuro. Il y avait une sorte d'entente tacite entre les autorités de Diolfi et la sous-préfecture de Nyons, dont dépendait Diolfi à l'époque. C'est-à-dire que si effectivement des documents dangereux sortaient de Diolfi, avant de gagner la préfecture de Valence et de devenir opératoire, c'est de provoquer des descentes et des rafles, ils devaient transiter par la préfecture de Nyons. Et là, ils étaient bloqués et mis de côté. Autrement dit, des dénonciations, il y en a eu. Alors en général, ce que j'ai su du directeur des archives, c'est que ces dénonciations n'étaient pas des dénonciations raciales. Elles frappaient les clandestins au sens qu'ils aggravaient la situation de la collectivité. On savait bien que ces 1000 et quelques personnes qui vivaient ici aggravaient les choses. C'est indéniable. En 1943, une mère de famille met une journée pour trouver un litre de lait. Alors il y a un réflexe anti-étranger, anti-clandestin. C'est ça l'essentiel des dénonciations. Il n'y a pratiquement pas, d'après la direction des archives, de dénonciation qui frappe un clandestin parce qu'il est juif.